Sous les rails de l'Europe, certaines étoiles se sont éteintes sans prévenir. 15 destins célèbres, brisés lors de voyages qui ne devaient être qu'une simple traversée. Pourtant, derrière chaque impact se cache une histoire perdue. Restez jusqu'à la fin, une révélation inattendue vous attend. Numéro 1. Zbigniew Cybulski. Le 10 janvier 1967, en gare de Wrocław, une matinée froide et brumeuse enveloppait les quais comme un voile de coton. L'acteur arrivait en retard pour rejoindre l'équipe d'un tournage. Les témoins racontent qu'il avançait d'un pas rapide, la tête légèrement baissée sous son célèbre manteau sombre. Le train était déjà en mouvement, glissant lentement hors de la gare avec ce grondement métallique reconnaissable entre tous. La scène n'avait rien d'extraordinaire, seulement un homme décidé à ne pas laisser partir un train sans lui. La vapeur brouillait les perspectives, les distances devenaient hésitantes. L'acteur tenta d'atteindre le marchepied, geste banal pour les voyageurs habitués à ce type de train encore en lente accélération. Le pied chercha un appui, la main se tendit vers la poignée, le sol vibrait au rythme régulier des rails. L'instant fut très court, presque étouffé, comme si le temps lui-même refusait de s'étirer. Cette matinée marqua la fin abrupte d'une trajectoire artistique exceptionnelle. En Pologne, l'acteur était déjà considéré comme un symbole de modernité, un visage qui incarnait toute une génération. En France, les cinéphiles l'avaient découvert grâce à Cendres et Diamants, film devenu presque un rite initiatique pour ceux qui aimaient le cinéma d'auteur. Son allure nerveuse, ses lunettes noires et son jeu habité le distinguaient immédiatement. Beaucoup voyaient en lui un écho européen d'une figure américaine mythique, une même intensité fragile, une énergie prête à se consumer. La nouvelle traversa rapidement les rédactions françaises. Les critiques, souvent prudents dans leurs mots, exprimèrent un choc sincère. À Paris, des étudiants en cinéma relisaient ces scènes image par image pour comprendre comment un simple regard pouvait transmettre tant de choses. Dans les cercles artistiques, son nom circulait avec une admiration particulière. À cette époque, chaque artiste apportait une nuance unique au paysage du cinéma européen, et la sienne brillait encore fortement. Il laissait derrière lui quelques films devenus essentiels pour les passionnés. Des plans silencieux, des gestes sobres, une intensité qui donnait l'impression qu'il jouait chaque rôle comme si c'était le dernier. Les réalisateurs qu'il avait rencontrés dans divers festivals européens se souvenaient d'un homme pressé de vivre, curieux, toujours en mouvement, avide de projets. Le 10 janvier 1967 resta gravé dans la mémoire des admirateurs comme le terme prématuré d'un éclat singulier. La gare de Wrocław n'était qu'un simple lieu de passage, mais ce jour-là, elle devint le décor d'un départ sans retour. Pour beaucoup, revoir Cendres et Diamants revient encore à regarder un train disparaître dans une brume lointaine, en emportant la silhouette d'un acteur que le temps n'a jamais réussi à faire oublier. Numéro 2. Lucien Coëdel. Le 9 novembre 1947, au petit matin, la lumière d'automne filtrait à travers les fenêtres d'un train en direction de Paris. L'acteur effectuait alors un déplacement professionnel, un de ses trajets réguliers pour rejoindre un plateau de tournage ou une séance de répétition. La vapeur s'élevait lentement au-dessus de la locomotive, créant une brume légère qui enveloppait le paysage encore endormi. Le convoi avançait avec ce rythme sec et répété propre aux lignes françaises de l'après-guerre, entre forêts humides et villages silencieux. Le train devait franchir une section où la voie descendait légèrement, ce qui entraînait un balancement plus prononcé des wagons. Les voyageurs installés près des fenêtres se souvenaient d'une ambiance calme, presque monotone, ponctuée seulement par le frottement régulier des roues sur les rails. L'acteur, selon certains témoins, semblait fatigué par un tournage exigeant. Il avait passé une grande partie de la nuit à revoir un texte, conscient qu'il incarnait l'un des visages marquants du cinéma français de cette décennie. Sa carrière atteignait alors un sommet, porté par son charisme discret, son regard profond et un style de jeu qui séduisait autant les réalisateurs que le public. Lucien Coëdel avait connu un succès notable grâce à des rôles où il incarnait souvent des hommes tourmentés, entiers, habités par un sens aigu du devoir ou du sacrifice. Les salles parisiennes l'avaient consacré comme l'un des comédiens les plus solides de sa génération. Les critiques admiraient sa capacité à donner à chaque personnage une vérité presque palpable. Ses films circulaient régulièrement dans les cinés, clubs de province, où il était vu comme l'un des symboles du renouveau du cinéma français d'après-guerre. Le 9 novembre 1947 devint pourtant une date douloureuse pour ceux qui suivaient sa carrière. L'accident survenu ce matin-là fut bref, inattendu, frappant par son caractère soudain. Le train subit un choc violent en traversant une zone où la voie présentait une déformation. Le wagon dans lequel l'acteur se trouvait fut l'un des plus touchés.
l'impact marqua la fin d'un parcours artistique prometteur. Le cinéma français perdit ce jour-là une figure montante, un comédien dont le nom commençait à s'inscrire dans la mémoire collective. Les journaux annoncèrent la nouvelle avec une sobriété solennelle. À Paris, plusieurs salles interrompirent une séance pour informer le public, un geste rare mais révélateur de l'estime que lui portait le milieu artistique. Les réalisateurs qui avaient travaillé avec lui témoignèrent d'un homme généreux, passionné, toujours soucieux de donner le meilleur de lui-même. Sa disparition laissa un vide que de nombreux spectateurs ressentirent profondément, comme si une voix singulière s'était éteinte trop tôt. Si vous avez déjà vu un de ces films, ou si une scène vous a marqué, partagez votre souvenir dans les commentaires. Numéro 3. Greg Plitt. Le 17 janvier 2015, en Californie, une après-midi claire illuminait les voies ferrées d'une zone industrielle habituellement calme. Le modèle et acteur se trouvaient sur place pour tourner une séquence destinée à un projet vidéo personnel. Le soleil bas dessinait de longues ombres sur les rails, étirant chaque silhouette comme pour rappeler que le temps avançait lentement, mais sûrement. Le vent léger transportait l'odeur du métal chauffé et du bois sec des traverses. Le lieu semblait ordinaire, presque banal, comme l'un de ces décors que l'on traverse sans y prêter attention. L'acteur était reconnu pour son énergie débordante, son enthousiasme constant et une discipline de vie admirée par des milliers de personnes, y compris en France où ses apparitions dans les magazines de sport et de mode avaient rencontré un écho notable. Les adeptes de remise en forme le suivaient pour sa détermination et ses conseils motivants. Son image inspirait un large public, car il incarnait une vision exigeante du dépassement de soi. Ses vidéos étaient régulièrement partagées sur les réseaux sociaux francophones, et son nom circulait souvent dans les discussions des amateurs de culture physique. Le 17 janvier 2015 devint une date tragique lorsque le tournage improvisé s'approcha trop près des rails utilisés par des trains de fret circulant à vitesse régulière. Le bruit métallique du convoi arrivant se mêla au son du tournage, rendant l'approche difficile à évaluer. Le train avançait selon son rythme habituel, sans possibilité de ralentir sur un segment aussi rectiligne. La distance entre le groupe et les voies se révéla insuffisante. L'incident fut instantané, laissant une scène silencieuse, figée, comme si le paysage entier retenait son souffle. L'annonce de sa disparition parcourut les médias internationaux dans les heures suivantes. En France, plusieurs articles parus dans la presse sportive et culturelle saluèrent un homme charismatique, apprécié pour son authenticité. Les réseaux sociaux francophones se remplirent de messages de soutien, témoignant de l'impact qu'il avait eu sur de nombreuses personnes cherchant à améliorer leur vie. Sa détermination, sa manière de transformer chaque défi en occasion d'apprentissage, demeurèrent dans la mémoire de ceux qui l'avaient découvert à travers son parcours atypique. L'acteur laissait derrière lui une collection de vidéos et d'interventions motivantes devenues emblématiques pour une communauté très large. Ses proches, collaborateurs et admirateurs décrivaient un homme passionné, exigeant envers lui-même, toujours prêt à encourager les autres à se dépasser. Son influence ne se limita pas au monde du sport, car il portait un message simple et universel sur la persévérance et la confiance en soi. Le 17 janvier 2015 resta gravé comme la fin brutale d'un parcours ascendant. Les voies californiennes, habituellement traversées sans y penser, devinrent ce jour-là le théâtre d'un adieu inattendu. Pour ceux qui suivaient son évolution, cette date rappela combien un destin peut changer en un seul instant. Numéro 4, Louis Hémon. Le 18 juillet 1913, en Ontario, un soir d'été encore tiède étendait sur la voie ferrée une lumière dorée qui se reflétait sur les rails. L'écrivain effectuait un voyage à travers le Canada, un long périple commencé plusieurs semaines auparavant, pour observer la vie rurale et poursuivre son travail littéraire. Le train avançait à bonne allure, traversant des étendues boisées où le silence n'était troublé que par le chant des insectes et le martèlement régulier des roues. L'auteur se trouvait dans un wagon modeste, entouré de voyageurs qui rentraient chez eux après une journée de travail. Les paysages défilaient comme une succession de tableaux naturels, ressemblant parfois aux descriptions détaillées qu'il aimait écrire dans ses carnets. La région qu'il explorait représentait pour lui un terreau fertile, capable de nourrir un roman centré sur la vie simple et la résistance des familles établies dans ces territoires isolés. L'idée de ce livre, qui deviendrait plus tard l'un des plus connus de la littérature francophone d'Amérique du Nord, mûrissait déjà dans son esprit. Le 18 juillet 1913 marqua cependant la fin inattendue de cette quête littéraire. Le train s'approchait de Chapleau, une petite localité entourée de forêts denses. Une portion de la voie, plus sinueuse, demandait une vigilance accrue. La nuit tombait lentement et le paysage s'assombrissait.
Un convoi arrivant en sens opposé devait croiser le train de l'écrivain. La zone était réputée pour être délicate, en raison de plusieurs segments où la visibilité diminuait rapidement. Un incident survint alors que l'écrivain se trouvait près de la jonction entre deux wagons. Les détails exacts ne furent jamais parfaitement éclaircis. Certains évoquèrent un déséquilibre causé par un mouvement soudain du train. D'autres parlèrent d'un moment d'inattention au cours duquel il aurait tenté de changer de wagon pour trouver un siège plus confortable. L'éclairage faible, les vibrations constantes, la vitesse du convoi et la proximité du second train créèrent un enchaînement d'événements si rapides qu'aucun témoin ne put en décrire précisément le déroulement. Le choc fut immédiat, laissant les voyageurs sous le coup d'une stupeur silencieuse. La nouvelle parvint en France plusieurs semaines plus tard. Les premiers lecteurs de ces textes publiés dans des revues évoquèrent une profonde tristesse. Les milieux littéraires commencèrent à mesurer l'importance de son œuvre au moment même où il n'était plus là pour la défendre. Quelques mois après sa disparition, son roman Maria Chapdelaine, édité pour la première fois, révéla tout le talent d'un auteur capable de décrire avec finesse la dureté et la beauté de la vie rurale. Le succès du livre en France, quelques années plus tard, fit de Louis Aymon une figure essentielle de la littérature francophone. Le 18 juillet 1913 resta dans les mémoires comme la date où un voyage destiné à inspirer un écrivain devint le terme d'une existence vouée à l'observation du monde. Chaque relecture de Maria Chapdelaine semble encore contenir l'écho lointain de ce train canadien traversant la forêt au crépuscule. Numéro 5, Émile Verhaeren. Le 27 novembre 1906, en gare de Rouen, un froid humide annonçait l'hiver qui approchait. Le poète, invité pour une conférence, s'apprêtait à poursuivre un voyage entamé plusieurs jours auparavant à travers différentes villes françaises. La gare était animée mais calme, avec ce mélange de brouhaha discret et de mouvements lents propres aux fins d'après-midi d'automne. La vapeur des locomotives dérivait en fines volutes au-dessus des quais, brouillant légèrement les contours des silhouettes. Le poète descendit du train qui l'avait conduit jusque-là. Il devait en reprendre un autre pour continuer son itinéraire. Les témoins rapportèrent qu'il marchait d'un pas mesuré, enveloppé dans un manteau sombre. Le sol était glissant à cause de l'humidité persistante. Les voyageurs se pressaient vers les wagons, cherchant leur place avant le départ. Le poète, distrait peu, être par ses pensées ou par la fatigue d'un long déplacement, se trouvait assez près du bord du quai. Le 27 novembre 1906 devint le moment où une suite de circonstances malheureuses se succéda. Un train entrait en gare à une vitesse réduite mais régulière. La distance entre le convoi et le bord du quai était faible. Une poussée involontaire de la foule, un faux pas accentué par la surface humide, un léger déséquilibre, autant d'éléments difficiles à démêler. Le poète perdit l'équilibre et se retrouva dangereusement proche de la voie. L'arrivée du train fut trop rapide pour lui permettre de se relever ou de se dégager. Le choc, même à faible allure, suffit à rendre l'instant irréversible. La nouvelle traversa très vite le monde littéraire. En France, Émile Verhaeren était considéré comme l'une des voix majeures de la poésie symboliste de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle. Ses recueils, traduits et largement diffusés, avaient trouvé un public fidèle. Son style, mêlant humanisme, énergie et vision presque mystique, avait influencé de nombreux poètes et artistes. Sa disparition soudaine suscita une émotion profonde. Les journaux parisiens lui consacrèrent des articles élogieux, rappelant son engagement pour la paix et son influence sur la poésie moderne. Les hommages se multiplièrent dans les semaines suivantes. Des conférences, des lectures publiques et des articles rendirent hommage à celui qui avait su faire vibrer les mots comme peu d'écrivains de son époque. Son décès donna à son œuvre une résonance nouvelle. Beaucoup relurent ses poèmes avec une attention différente, comme si ses visions de lumière et d'élan humain prenaient un sens particulier face à sa fin brutale. Le 27 novembre 1906 resta associé à cette perte douloureuse. La gare de Rouen, simple lieu de passage, devint ce jour-là le théâtre d'un adieu inattendu. Pour les lecteurs, chaque vers d'Émile Verhaeren semble encore aujourd'hui porter l'écho de cette journée grise où le destin d'un poète fut interrompu au bord d'un quai. Numéro 6, Catulle Mendès. Le 8 février 1911, à Saint-Germain-en-Laye, une soirée d'hiver assombrissait les rues et les tunnels du réseau ferroviaire. L'écrivain avait quitté Paris pour rendre visite à des proches. Il devait reprendre un train en direction de la capitale en fin de journée. La température était froide, l'air chargé d'humidité et les couloirs de la gare résonnaient des bruits sourds des locomotives en manœuvre. La lumière des lampes à gaz formait des salauds jaunes qui laissaient apparaître des zones d'ombre épaisse.
L'écrivain avait été aperçu pour la dernière fois en train de marcher vers le tunnel où les trains ralentissaient avant d'entrer en gare. Le 8 février 1911 devint le moment où une succession de facteurs imprécis conduisit à un dénouement tragique. Certains témoins évoquèrent un passage trop près de la voie, d'autres parlèrent d'une chute provoquée par une irrégularité du sol. Les versions restèrent floues, car la visibilité était très réduite dans cette partie du tunnel. Le train avançait lentement, mais suffisamment pour rendre toute réaction impossible. L'écrivain se retrouva sur la voie au moment où le convoi sortait de l'obscurité. L'impact fut immédiat, laissant les cheminots et les voyageurs dans un état de stupeur silencieuse. La nouvelle se répandit rapidement dans les milieux littéraires. À Paris, la disparition de Catulle Mendès provoqua une onde d'émotion. Il était alors l'un des écrivains français les plus reconnus de la fin du XIXe siècle et du tout début du XXe siècle. Sa production littéraire considérable, mêlant poésie, théâtre, romans et critique, avait marqué plusieurs générations. Il participait activement à la vie culturelle de la capitale, fréquentant les cercles artistiques, où se côtoyaient peintres, poètes et musiciens. Les journaux publièrent de longs articles retraçant sa carrière foisonnante. Ils rappelèrent son rôle central dans la diffusion d'un certain idéal littéraire, sa proximité avec les grands noms de son époque et son influence sur de jeunes auteurs qui voyaient en lui un guide autant qu'un modèle. Les hommages se multiplièrent partout en France. Des lectures de ses poèmes furent organisées dans des salons littéraires, des écoles et même dans quelques théâtres. Son œuvre, riche et variée, trouva une résonance nouvelle après sa disparition. Beaucoup redécouvrirent ses textes avec un regard renouvelé. Ses poèmes, souvent empreints d'une sensibilité vibrante, furent relus comme les traces d'une vie dédiée aux mots. Ses pièces de théâtre continuèrent d'être jouées, rappelant sa capacité à observer avec finesse les passions humaines. Le 8 février 1911 resta gravé comme la date où une voix majeure de la littérature française s'éteignit dans un lieu où personne ne l'attendait. Si vous connaissez une œuvre de Catulle Mendès ou si un de ses poèmes vous a marqué, partagez votre souvenir dans les commentaires. Numéro 7. Alberti Luthuli. Le 20 et 1 juillet 1967, dans la région de KwaZulu-Natal, une journée d'hiver austral baignait la campagne d'une lumière pâle, douce mais traversée par de longues ombres. Le dirigeant sud-africain se trouvait près d'un petit pont ferroviaire situé non loin de sa maison. Il avait passé la matinée à rencontrer des membres de sa communauté pour discuter de projets locaux. L'air était froid, le vent léger soulevait la poussière rouge du sol et les herbes sèches bruissaient doucement sous les rafales. Le 20 et 1 juillet 1967 devint une date marquée par un enchaînement d'événements difficiles à éclaircir complètement. Le chef s'était approché de la voie pour traverser le pont, ou simplement pour observer le paysage alentour, selon les témoignages recueillis à l'époque. La ligne ferroviaire était encore active, parcourue par des trains transportant marchandises et voyageurs entre les petites villes de la région. Un convoi approchait depuis un virage serré, rendant sa venue difficile à anticiper. La visibilité n'était pas parfaite en raison des irrégularités du terrain et de la végétation qui bordait la voie. Les témoins interrogés plus tard évoquèrent plusieurs hypothèses. Certains parlèrent d'un pas mal assuré sur les planches usées du pont. D'autres décrivirent une attention détournée par un bruit venant de la vallée. Le train sortit soudain du virage, avançant à une allure régulière, habituelle pour ce type de trajet. Le dirigeant se retrouva trop près de la voie, au moment où le convoi arrivait. L'impact fut instantané, laissant les habitants présents dans un profond état de sidération. La région, isolée, mit plusieurs minutes avant que la nouvelle se propage aux alentours. La disparition d'Albert Luthuli provoqua une onde de choc en Afrique du Sud et dans le monde entier. En France, les journaux rappelèrent largement son rôle central dans la lutte pacifique contre les injustices et son engagement profond en faveur de la dignité humaine. Premier Africain à recevoir le prix Nobel de la paix, il représentait une figure morale dont la voix avait traversé les frontières. Ses discours avaient été étudiés par de nombreux universitaires français qui voyaient en lui un symbole de résistance non violente. Dans les jours suivant sa disparition, des hommages officiels et populaires se multiplièrent. Plusieurs institutions françaises évoquèrent son influence et mirent en avant son dévouement constant au dialogue et à la justice. Ses écrits et prises de parole continuèrent d'inspirer des personnes engagées dans des mouvements sociaux, tant en Afrique qu'en Europe. Le 20 et 1 juillet 1967 demeura une date marquée dans les mémoires de ceux qui avaient suivi son parcours. Le petit pont ferroviaire, simple structure de bois et d'acier, devint malgré lui le théâtre d'un adieu qui bouleversa une génération.
La figure d'Albert Lutuli resta associée à la force tranquille d'un homme convaincu que la paix pouvait changer la destinée d'un peuple. Numéro 8. Sandra Schmidt. Le 11 novembre 2000, en Autriche, une matinée froide et lumineuse s'étendait sur la vallée de Kaprun. La skieuse allemande se trouvait au pied du funiculaire qui menait vers les hauteurs de la station. Elle participait à un camp d'entraînement destiné aux athlètes de haut niveau. L'air avait cette netteté propre au début de l'hiver, avec une légère odeur de neige en formation. Les montagnes environnantes semblaient immobiles, majestueuses, dressant leurs sommets blanchis au-dessus de la forêt sombre. Le funiculaire était un moyen de transport habituel pour les sportifs rejoignant les pistes situées plus haut. Le 11 novembre 2000, une grande affluence d'athlètes, de touristes et de travailleurs de la station se pressait pour monter dans la rame. Sandra Schmidt, championne du monde en titre, s'installa avec quelques coéquipiers. L'intérieur de la cabine était silencieux, seulement traversé par des conversations calmes et par le bruit régulier du mécanisme en marche. Les passagers observaient le tunnel qui s'ouvrait devant eux, une longue cavité sombre creusée dans la montagne. À mesure que le funiculaire s'élevait, la température diminuait légèrement. La cabine avançait sur une pente de plus en plus raide, entraînée par un système de câbles puissants. Le trajet était réputé fiable, même en période de forte fréquentation. Pourtant, ce 11 novembre 2000 devint une date gravée dans les mémoires. Une anomalie technique se produisit alors que la rame se trouvait profondément engagée dans le tunnel. Le mécanisme se dérégla et la chaleur commença à monter brusquement dans la cabine. Les passagers ressentirent une odeur inhabituelle. Le funiculaire continua sa progression, enfermant les voyageurs dans un espace étroit, sans possibilité de sortie immédiate. La situation devint rapidement incontrôlable. Le tunnel, très incliné, amplifiait les effets de chaque mouvement du funiculaire. La chaleur augmentait. Les passagers, surpris et déstabilisés par la situation, perdaient lentement leurs repères sensoriels. Les voix s'élevaient dans l'obscurité du tunnel. L'incident atteignit un point critique avant que quiconque ne puisse intervenir de l'extérieur. La montagne, impassible, semblait absorber les sons du funiculaire en détresse. La disparition de Sandra Schmidt fut annoncée en Europe avec une immense émotion. En France, le monde du ski évoqua une jeune femme au talent exceptionnel, marquée par une détermination rare et un sourire qui illuminait les compétitions. Les médias sportifs rappelèrent que son titre mondial avait fait d'elle l'une des figures les plus prometteuses de sa discipline. Sa disparition choqua profondément la communauté du ski, qui voyait en elle une championne capable de marquer durablement l'histoire de son sport. Dans les semaines suivantes, des hommages furent rendus sur les pistes, dans les clubs et dans les fédérations européennes. Les athlètes parlèrent d'elle comme d'un modèle de persévérance, une sportive capable de repousser chaque limite sans jamais perdre sa bienveillance. Les montagnes de Kaprun, habituellement associées à la joie des sports d'hiver, gardèrent longtemps le souvenir de cette journée où un trajet ordinaire se transforma en destin brisé. Le 11 novembre 2000 resta dans les mémoires comme un rappel de la fragilité du monde alpin et de l'inattendu qui peut surgir au cœur même des paysages les plus majestueux. Numéro 9. Jack Lovelock. Le 28 décembre 1949, à New York, une matinée d'hiver balayée par un vent sec enveloppait les rues et les quais du métro. Le champion olympique se rendait à son lieu de travail, après une nuit froide qui avait recouvert la ville d'un voile de givre. Le métro était chargé comme chaque jour, les voyageurs pressés descendaient les escaliers métalliques en serrant leurs manteaux contre eux. L'air sentait le métal humide, le béton froid et la poussière soulevée par les rames qui circulaient sans relâche. Le 28 décembre 1949, Jack Lovelock se trouvait sur un quai parmi la foule matinale. Les témoignages de l'époque rapportèrent qu'il marchait d'un pas mesuré, être plus lent qu'à l'habitude, signe d'une fatigue accumulée durant les semaines précédentes. Le sol légèrement glissant ajoutait une incertitude à chaque pas. Autour de lui, les conversations basses se mélangeaient au grondement sourd des rames approchant et repartant. La station, éclairée par des lampes jaunâtres, donnait l'impression d'un monde souterrain où chaque son rebondissait contre les parois carrelées. Un malaise soudain survint alors qu'il observait l'arrivée de la rame suivante. Les témoins décrivirent un affaissement rapide, presque silencieux. Son équilibre se déroba, le mouvement fut si bref qu'aucune des personnes présentes ne put intervenir à temps. La rame qui approchait entrait déjà en station, freinant comme à son habitude. L'incident se produisit en un instant, laissant les voyageurs figés dans un mélange de surprise et d'impuissance. Les agents de la station tentèrent immédiatement de réagir, mais la situation dépassait toute capacité d'intervention rapide.
La nouvelle traversa l'Atlantique en quelques jours. En France, les amateurs d'athlétisme apprirent avec émotion la disparition du champion olympique du 1500 mètres des Jeux de Berlin. Son nom demeurait associé à une course devenue mythique, marquée par une accélération finale qui figurait parmi les plus impressionnantes de l'histoire du sport. Les journaux rappelèrent qu'il avait été salué comme un athlète élégant, précis, doté d'un sens tactique remarquable. Les clubs français d'athlétisme évoquèrent un modèle de discipline et d'intelligence de course. Les hommages se multiplièrent progressivement. Les articles publiés dans la presse sportive française soulignèrent son influence sur plusieurs générations de coureurs. Des entraîneurs racontèrent comment il montrait encore, des années plus tard, les images de sa course olympique pour inspirer les jeunes athlètes. Sa vie professionnelle, dédiée à la médecine et à l'éducation, fut mentionnée pour rappeler qu'il n'était pas seulement un champion, mais aussi un homme engagé dans le progrès social. Le 28 décembre 1949 resta gravé dans les mémoires comme la date où un champion d'exception quitta la scène de manière inattendue. Le quai du métro new-yorkais, lieu de passage quotidien pour des milliers de personnes, devint ce jour-là le décor discret d'un adieu à une figure majeure de l'athlétisme mondial. Chaque relecture de ses exploits rappelle encore son élégance, sa détermination et l'empreinte durable qu'il laissa sur le sport international. Numéro 10, Michio Miyagi. Le 20 juin 1956, à Tokyo, une matinée chaude et légèrement voilée annonçait l'arrivée de l'été. Le compositeur japonais venait de conclure une série de répétitions et devait rejoindre un autre lieu de travail en empruntant un train de banlieue. L'air portait l'odeur caractéristique des gares japonaises, un mélange de métal chauffé, de bois verni et de vent marin venu de la baie. Les voyageurs se pressaient sur le quai, habitués au rythme soutenu des déplacements quotidiens. Le 20 juin 1956, Michio Miyagi se trouvait près de la rame qui venait d'arriver. Le compositeur, rendu célèbre dans le monde entier grâce à sa maîtrise du koto et à des œuvres qui avaient traversé les frontières, avançait avec prudence car la plateforme était légèrement glissante. Il était presque entièrement privé de la vue depuis son adolescence, ce qui rendait chaque déplacement plus délicat. Pourtant, il circulait souvent avec une étonnante autonomie, porté par un sens affiné de l'orientation et des gestes précis, fruit d'années d'habitude. Les témoins rapportèrent qu'il s'approcha du wagon en cherchant le bord de la porte avec sa main. Le bruit de la foule, les annonces diffusées et le vrombissement des trains créaient un fond sonore continu, rendant difficile la distinction des distances. Un déséquilibre soudain, peut être causé par une irrégularité du quai, fit vaciller le compositeur. La rame, encore en mouvement résiduel malgré son arrêt presque complet, constituait un danger immédiat. Le choc survint en un instant, trop rapide pour permettre une réaction de la part des personnes présentes. L'effervescence du quai se transforma en un silence stupéfait. La nouvelle parcourut rapidement les cercles musicaux du Japon avant d'atteindre l'Europe. En France, les admirateurs de musique traditionnelle et les amateurs de musique contemporaine connaissaient déjà Michio Miyagi grâce à son œuvre emblématique Haru no Umi, devenue une pièce incontournable, jouée régulièrement lors de concerts et d'événements culturels. Sa capacité à unir tradition et modernité impressionnait les musiciens français. Les écoles de musique et les conservatoires qui enseignaient les instruments asiatiques rendirent hommage à son travail visionnaire. Les journaux spécialisés publièrent des articles retraçant son parcours exceptionnel. On rappela qu'il avait révolutionné le koto en y apportant de nouvelles techniques, de nouvelles harmonies et des compositions audacieuses. Ses élèves et collaborateurs décrivirent un homme humble, concentré, profondément dédié à son art. Son influence se prolongea bien après sa disparition. De nombreux musiciens français affirmèrent que ses œuvres avaient marqué leur apprentissage et éveillé leur intérêt pour les instruments traditionnels japonais. Le 20 juin 1956 demeura ainsi une date associée à la perte d'un artiste essentiel. La gare de Tokyo, habituellement emplie de mouvements rapides, devint ce jour-là le décor d'un adieu discret à l'un des plus grands maîtres du koto. Si une œuvre de Michio Miyagi vous a déjà touché ou accompagné, partagez votre souvenir dans les commentaires. Numéro 11, Jean Rondeau. Le 25 août 1985, à Champagné, une fin d'après-midi d'été baignait la campagne sartoise d'une lumière chaude et douce. Le pilote automobile se rendait à un rendez-vous professionnel après une journée consacrée au travail sur ses prototypes. L'air était calme, les routes de campagne presque désertes, seulement traversées par le bruit lointain des véhicules qui rejoignaient le Mans. Le passage à niveau situé à la sortie du village était connu des habitants,
un point de croisement entre la vie rurale et la ligne ferroviaire reliant plusieurs communes. Le 25 août 1985, Jean Rondeau approchait du passage à niveau au volant de sa voiture. Il avait souvent emprunté cette route, familière et rassurante. Le soleil commençait à descendre derrière les champs dorés, créant des reflets sur les rails et projetant de longues ombres sur la chaussée. Les témoins racontèrent que la lumière, très basse, pouvait gêner la vision et masquer certains éléments du paysage. Les herbes hautes bordaient la route, rendant la voie ferrée moins visible à distance. À l'approche du passage, la voiture avança à vitesse modérée. Le passage à niveau était équipé d'une signalisation simple, habituelle pour les zones peu fréquentées. Un train de marchandises circulait ce jour-là, progressant à une allure régulière. Le bruit du convoi se mêlait au souffle du vent dans les arbres. La chronologie exacte des secondes qui précédèrent l'impact ne put jamais être établie avec certitude. Plusieurs témoins évoquèrent un décalage entre le son du train et sa visibilité à cause de la lumière aveuglante. D'autres parlèrent d'un moment d'hésitation sur la route. Le choc fut brutal et inattendu, laissant les habitants du village dans un état de stupeur. Les services d'urgence arrivèrent rapidement, mais l'issue était déjà certaine. Le nom de Jean Rondeau résonna alors bien au-delà de la Sarthe. Le pilote était devenu une figure emblématique du sport automobile français, notamment grâce à sa victoire aux 24 heures du Mans, une victoire historique obtenue avec une voiture qu'il avait lui-même conçue. Cette réussite avait marqué les esprits en France et à l'étranger, faisant de lui un symbole d'audace et d'ingéniosité. La disparition de Jean Rondeau suscita une profonde émotion dans le monde du sport. Les écuries françaises lui rendirent hommage, rappelant son talent, sa créativité et sa détermination. Les fans se souvenaient d'un homme passionné, toujours animé par un désir de repousser les limites techniques et humaines. Les journaux spécialisés publièrent des articles détaillant son parcours, son approche novatrice du sport et sa contribution à l'histoire des courses d'endurance. Le 25 août 1985 resta gravé comme la date où le destin d'un pilote d'exception s'interrompit sur une route tranquille. Pour les amateurs de sport automobile, le passage à niveau de Champagné devint le symbole d'un adieu soudain à l'un des noms les plus marquants de la course d'endurance française. Numéro 12, Josiah Rézuc. Le 11 février 2023, près de Castres, une matinée d'hiver froid et clair éclairait les routes sinueuses du Tarn. Le joueur fidjien, installé depuis plusieurs années en France, circulait en voiture après avoir rendu visite à des amis. L'air était vif, les champs encore blanchis par le givre, et le souffle du vent passait au travers des haies qui bordaient la route. Les villages alentours demeuraient silencieux, seulement animés par le bruit lointain des trains régionaux, circulant à intervalles réguliers. Le 11 février 2023, Josiah Rézuc approchait d'un passage à niveau situé sur une route de campagne étroite. Ce croisement, familier aux habitants, reliait plusieurs hameaux et servait quotidiennement à ceux qui se rendaient vers Castres ou Mazamet. La visibilité était correcte malgré l'éblouissement du soleil hivernal qui se levait bas sur l'horizon. Les herbes sèches, restées hautes après l'automne, bordaient la voie et rendaient parfois difficile l'anticipation d'un train arrivant à vitesse soutenue. Un train régional circulait ce matin-là, avançant à une allure régulière, habituelle pour cette ligne. Le bruit métallique du convoi se mêlait à celui du vent. Les témoins interrogés plus tard évoquèrent un instant très bref durant lequel la voiture se retrouva engagée sur le passage à niveau, au moment où le train surgissait, depuis un léger virage. Le décalage entre le bruit du convoi et sa visibilité put jouer un rôle important. Le conducteur du train actionna immédiatement les freins, mais la distance était trop courte pour éviter l'impact. La scène fut extrêmement rapide, laissant les rares personnes présentes dans une stupeur totale. La nouvelle de la disparition de Josiah Rézuc se diffusa rapidement dans le milieu du rugby français. Les clubs du Top 14 et de la Pro D2 rendirent hommage à un joueur très apprécié pour sa puissance, son engagement et sa personnalité chaleureuse. En France, il s'était illustré comme un ailier redoutable, capable de gestes spectaculaires et d'actions décisives. Son passage au Stade français l'avait fait connaître d'un large public, et son arrivée à Castres avait renforcé sa réputation d'athlète talentueux. Les supporters évoquèrent un joueur généreux, proche de ses coéquipiers et toujours disponible pour échanger avec les fans après les matchs. Les entraîneurs parlèrent de lui comme d'un homme travailleur, déterminé à progresser constamment. Les médias sportifs français rappelèrent plusieurs de ses actions marquantes, notamment des essais inscrits lors de rencontres importantes et qui avaient contribué à forger son image de joueur explosif. Le 11 février 2023 devint ainsi une date sombre pour le rugby français.
La route paisible près de Castres et son modeste passage à niveau devinrent malgré eux des symboles d'un départ brutal. Pour de nombreux amateurs de rugby, Josiah Rezouk laissa le souvenir d'un athlète passionné et d'un homme au cœur immense, dont la carrière prometteuse fut interrompue au milieu d'une matinée d'hiver. Numéro 13, Tanguito. Le 11 mai 1972, à Buenos Aires, une nuit d'automne avançait lentement sur les rues encore animées par les derniers passages des trains de banlieue. Le chanteur argentin, connu pour ses textes sensibles et sa voix fragile, avait quitté un établissement médical pour marcher seul dans les quartiers proches de la ligne ferroviaire. L'air était frais, imprégné d'odeurs de terre humide et de fumée légère provenant des maisons alentours. Les locomotives circulaient à intervalles réguliers, traçant des sillons sonores dans la ville endormie. Le 11 mai 1972, Tanguito se trouva près d'une voie très fréquentée par les trains reliant le centre de Buenos Aires aux banlieues sud. Le vacarme de la ville se mêlait aux vibrations des wagons, formant un paysage sonore dense et parfois trompeur. Les témoins interrogés plus tard évoquèrent une silhouette marchant lentement le long des rails, un homme semblant absorbé par ses pensées. La visibilité nocturne, encore diminuée par des zones d'ombre créées par les bâtiments et les lampadaires espacés, rendait toute perception difficile pour les conducteurs. Un train de banlieue approchait ce soir-là, avançant à son allure habituelle. Le conducteur aperçut trop tard la présence d'une personne sur ou près de la voie. Les tentatives de freinage, entreprises dès que la silhouette fut visible, ne purent suffire. Le choc eut lieu en un instant, dans un secteur où le sol était irrégulier et où les vibrations rendaient toute réaction rapide quasiment impossible. Les rares passants présents dans les rues voisines entendirent seulement un grondement soudain, suivi d'un silence lourd qui s'abattit sur la zone. La nouvelle de la disparition de Tanguito se propagea au sein de la scène musicale argentine avant d'atteindre l'Europe. En France, son nom circulait déjà dans les milieux amateurs de rock latino, grâce aux échanges culturels et aux compilations dédiées aux musiques du monde. Les passionnés de musique alternative découvrirent en lui une figure emblématique du mouvement naissant du rock en espagnol, un artiste qui avait su unir poésie, simplicité et émotion brute. Ses chansons, souvent inspirées de sa propre vie, touchaient un public en quête d'authenticité. Les hommages se multiplièrent rapidement en Argentine, puis en France. Les critiques rappelaient que ses compositions portaient une sensibilité unique, nourrie de vulnérabilité et de sincérité. Son titre le plus connu, devenu symbole d'une génération, continua d'être diffusé bien après sa disparition. Les artistes français influencés par les musiques latines soulignèrent son apport essentiel à l'émergence d'un style musical hybride, mêlant rock, folk et tradition sud-américaine. Le 11 mai 1972 demeura une date associée à la perte d'un artiste dont la carrière brièvement éclairée avait marqué durablement la scène musicale. La voie ferrée de Buenos Aires, témoin d'une nuit où la ville semblait retenir son souffle, resta pour beaucoup le lieu d'un départ silencieux. Pour les admirateurs de Tanguito, chaque écoute de ses chansons évoque encore ce mélange de fragilité et de force qui fit de lui une figure inoubliable du rock latino. Numéro 14. Mathieu Jaboulet. Le 23 février 1922, à Melun, une matinée froide imprégnait la campagne francilienne d'une brume légère. Le chirurgien lyonnais voyageait vers Paris afin de participer à une réunion scientifique. Il avait quitté son hôtel tôt, emportant avec lui quelques documents et notes destinés à une présentation sur ses travaux en chirurgie vasculaire. Le train qu'il devait prendre reliait plusieurs villes importantes de la région, avançant régulièrement entre champs, petites gares et vallons encore engourdis par l'hiver. Le 23 février 1922, Mathieu Jaboulet monta dans un wagon où se trouvaient déjà plusieurs voyageurs. La rame était chauffée par un poêle installé à l'une des extrémités, diffusant une chaleur douce qui contrastait avec le froid extérieur. Les passagers discutaient à voix basse ou lisaient les journaux du matin. Le chirurgien, réputé pour sa rigueur, relisait mentalement les points essentiels de son intervention à venir. La voie entre Melun et Paris comptait plusieurs segments où les trains devaient ralentir avant de franchir des aiguillages. À proximité de l'une de ces zones, un incident survint. Les témoignages recueillis après l'accident évoquèrent un mouvement soudain et anormal du train. Une secousse violente fit vaciller les voyageurs. Le bruit des roues changea de tonalité au moment où la rame abordait un aiguillage. Le train dérailla partiellement, provoquant des chocs répétés contre la structure en bois du wagon. L'ensemble bascula légèrement, entraînant les passagers dans un enchevêtrement de sièges, de bagages et de débris. La violence de la secousse entraîna une scène de désordre. La locomotive continua d'avancer sur quelques mètres,
avant de s'immobiliser dans un crissement prolongé. Le wagon où se trouvait Mathieu Jaboulet fut l'un des plus touchés. Les voyageurs présents décrivirent une succession de bruits sourds et de vibrations avant que le silence ne s'installe, seulement interrompu par les appels paniqués et les tentatives d'organisation spontanée des passagers indemnes. Les secours arrivèrent rapidement depuis Melun, mais plusieurs passagers étaient déjà inaccessibles. Le chirurgien, grièvement touché, ne put être sauvé malgré les efforts déployés. La nouvelle de sa disparition fut relayée avec gravité dans les milieux médicaux français. Mathieu Jaboulet était reconnu pour ses travaux pionniers en chirurgie vasculaire et pour ses expérimentations sur les greffes rénales, innovation qui avait ouvert la voie à de nouvelles approches thérapeutiques. Ses collègues lyonnais soulignèrent son esprit inventif, son sens aigu de l'observation et sa volonté constante d'améliorer les techniques opératoires. Les journaux médicaux publièrent des articles rappelant la portée de ses contributions et l'élan qu'il avait donné à la recherche française. Les étudiants en médecine qui suivaient ses cours évoquèrent un professeur exigeant mais profondément humaniste, attentif à la formation des générations futures. Sa disparition fut ressentie comme une perte majeure pour la communauté scientifique. Le 23 février 1922 demeura une date sombre pour la médecine française. Le déraillement survenu près de Melun rappela la fragilité des déplacements ferroviaires de l'époque. Pour ceux qui connaissaient les travaux de Mathieu Jaboulet, cette journée marqua l'arrêt brutal d'une trajectoire prometteuse et l'adieu à un chirurgien dont l'influence perdura bien au-delà de sa vie. Numéro 15, Albert Gisclard. Le 10 octobre 1909, dans les Pyrénées-Orientales, une matinée fraîche enveloppait les montagnes d'une lumière pâle. L'ingénieur militaire supervisait des essais sur le pont qui portait son nom, un ouvrage suspendu innovant installé sur la ligne du train jaune. Il était arrivé tôt avec une équipe composée de techniciens et de responsables ferroviaires afin de vérifier le comportement de la structure lors du passage d'un convoi d'essai. L'air sentait la résine des pins, le froid mordait légèrement les mains, et la vallée résonnait du bruit lointain des cours d'eau. Le 10 octobre 1909, Albert Gisclard monta dans la rame destinée à parcourir le pont pour observer les réactions de l'ouvrage. L'ingénieur connaissait parfaitement chaque détail de la construction. Il avait travaillé des années sur ce type de structure combinant acier et câbles porteurs. Le pont représentait un défi technique rare pour l'époque. La ligne reliant Villefranche de Conflans à Bourg-Madame traversait un relief abrupt, ponctué de falaises et de ravins, exigeant une précision extrême dans le tracé et la fabrication. La rame d'essai s'engagea sur le pont en avançant à vitesse modérée. Les témoins rapportèrent un léger tremblement, normal pour un ouvrage suspendu, soumis à une charge réelle. Puis survint un mouvement inattendu. La structure vibra davantage que prévu, provoquant un déséquilibre soudain du train. Les roues crissèrent, les wagons oscillèrent, et la motrice dévia légèrement de l'axe de la voie. Un enchaînement de secousses fit basculer plusieurs éléments du convoi. La rame se coucha partiellement, glissant de quelques mètres avant de heurter violemment une partie de la structure métallique. Le choc provoqua un chaos immédiat. L'intérieur des wagons fut projeté dans une obscurité brutale. Les membres de l'équipe, surpris par la violence des mouvements, furent projetés contre les parois. Les cris, étouffés par le fracas du métal, se mêlèrent aux vibrations du pont. Lorsque la rame s'immobilisa enfin, le silence retomba progressivement sur la vallée. Les premières équipes de secours durent descendre des pentes abruptes pour rejoindre le pont. Le bilan fut lourd. Plusieurs membres de l'expédition, dont Albert Gisclard, succombèrent à l'accident. La nouvelle se répandit rapidement en France. Les journaux soulignèrent la perte d'un ingénieur audacieux, dont les travaux avaient permis d'ouvrir une voie ferroviaire considérée comme irréalisable quelques années plus tôt. Le pont Gisclard, malgré l'accident, resta l'un des symboles du génie civil français. Les spécialistes rappelèrent que son architecture suspendue constituait une avancée majeure, étudiée ensuite par de nombreux ingénieurs européens. Les hommages affluèrent depuis les sociétés savantes, les régiments auxquels il avait appartenu et les collectivités locales. L'homme était respecté pour son sérieux, sa créativité et sa volonté de rapprocher les vallées isolées des Pyrénées grâce au rail. Son nom demeura attaché à l'histoire du train jaune, devenu l'un des emblèmes touristiques de la région. Le 10 octobre 1909 resta une date gravée dans la mémoire des habitants du Conflans et des passionnés de chemin de fer. Ce jour-là, la montagne devint le théâtre d'un adieu inattendu à un ingénieur, dont l'œuvre continue d'impressionner les voyageurs plus d'un siècle après sa disparition. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode à venir. À très bientôt.